Nous, humains, membres du genre Homo, avons parcouru un chemin prodigieux. Depuis nos origines, il y a 2,8 millions d'années, jusqu'à aujourd'hui, notre évolution est stupéfiante. Des plaines ancestrales, où la survie dictait chaque geste, aux métropoles vibrantes du début du XXe siècle, témoignant d'une accélération fulgurante du progrès, surtout ces 2 derniers siècles. Aujourd'hui, nous jouissons d'une technologie sans précédent, qui a permis à l'espérance de vie mondiale d'atteindre environ 73 ans à la naissance. Un confort et une longévité inimaginables pour nos ancêtres. Mais le chemin pour y parvenir fut semé d'embûches, de dangers constants et de souffrances indicibles, parfois infligées par notre propre espèce. Cette dure réalité se reflète dans les chiffres effarants de l'espérance de vie à travers les âges. Observez cette chute brutale. En 1918, la grippe espagnole fit chuter l'espérance de vie à la naissance de 54 à 41 ans. Prenez la France du XVIIIe siècle. Malgré l'opulence apparente, l'espérance de vie oscillait péniblement entre 27 et 30 ans. En Grèce antique, berceau de la philosophie, elle n'était que de 25 ans. Durant l'âge du bronze, à peine mieux, 26 ans. Et lors de la période néolithique, ce chiffre pouvait s'effondrer à seulement 20 ans. Pourtant, Homo sapiens, l'humain moderne, a eu une existence relativement clémente comparée à d'autres espèces humaines, une chance dont nous devrions être éternellement reconnaissants. Car la vie d'un humain primitif était parfois un véritable enfer, un combat de chaque instant pour la survie. Les paléontologues exhument régulièrement les restes de ces lointains cousins, morts dans des circonstances effroyables. Si beaucoup d'espèces du genre Homo ont enduré ces épreuves, une étude en particulier a révélé qu'un groupe, Homo habilis, il y a 2 millions d'années, vivait une existence si précaire que la majorité de ses membres ne dépassaient pas l'adolescence. L'espérance de vie moyenne, estimée à tout juste 12 ans, soit plus de 6 fois inférieure à la nôtre. Et la réalité était probablement pire, car cette étude sur 26 spécimens d'Homo habilis sous-estime sans doute la mortalité néonatale et infantile. 12 ans, un chiffre qui donne le vertige. Mais pourquoi une vie si brutalement courte? La réponse est simple. Quasiment toutes étaient contre eux, à commencer par leur propre corps. Homo habilis était l'un des plus petits humains, mesurant en moyenne moins d'1,20 m, soit 32% plus petit que nous, et ne pesant, dans le meilleur des cas, que 60% de notre poids. Cette petite taille les rendait vulnérables aux blessures, d'autant qu'ils ne possédaient pas la robustesse squelettique qui aurait pu compenser. De plus, leur vie partiellement arboricole, bien qu'offrant un refuge, les exposait à des chutes potentiellement mortelles, comme en témoignent les chimpanzés actuels. Et comparés à ces derniers, les habilis n'étaient même pas aussi bien adaptés à l'escalade. Et pour couronner le tout, un régime alimentaire qui les mettait constamment en danger, la carnivorie. Malgré une consommation de fruits et légumes, leur appétit pour la viande, y compris le poisson, les forçait à quitter la relative sécurité des arbres. Leurs grandes incisives et leurs mandibules proportionnellement géantes, plus épaisses que celles de tout primate ou humain actuel, leur permettaient de déchirer la chair. Mais voilà, Homo habilis s'était spécialisé dans le charognage. Une stratégie risquée car s'ils pouvaient, au mieux, défendre une carcasse contre des chacals ou des guépards, ils étaient démunis face à des prédateurs plus imposants. Leurs outils en pierre, bien que révolutionnaires, restaient rudimentaires et offraient peu de protection. Imaginez la scène. En Afrique de l'Est et du Sud, leur territoire grouillait non pas un, mais de multiples grands carnivores. Parmi eux, le Megantereon, un félin à dents de sabre de la taille d'un jaguar, mais plus robuste. Ses membres inférieurs, de la taille de ceux d'un lion, et ses griffes acérées attendèrent de s'enfoncer dans la chair d'un Homo habilis imprudent. Une fois la proie maîtrisée, ces 2 canines hypertrophiées lui déchiraient la gorge, ou, méthode plus rare mais terrifiante, lui broyaient le crâne. Le Megantereon, friand d'Homo habilis, a même modifié les niveaux d'isotopes de carbone de ses proies. Il coexistait avec le Dinophélis, un autre tueur d'humains, mais aussi l'Homotherium et le redoutable Machairodus, l'un des plus grands félidés ayant jamais existé, comparable à un ours polaire mâle. Face à de tels titans, grimper à un arbre n'était pas une option, le Machairodus étant un excellent sauteur. Les hyènes n'étaient pas en reste.
Le Pachyrhocutta, l'une des plus grandes hyènes de tous les temps, de la taille d'une lionne et dotée d'une morsure capable de broyer les os. Le Chasmaport tétès, plus petit mais agile comme un guépard, chassait en meute. Et pour ajouter à l'horreur, les hyènes dévoraient souvent leurs proies vivantes. Les serpents, notamment les constricteurs et les venimeux, représentaient une autre menace constante, expliquant peut-être notre peur innée de ces reptiles. Et que dire des crocodiles géants qui hantaient les eaux? Le Crocodylus anthropophagus, littéralement le mangeur d'hommes, et le Crocodylus torbjarnasoni, encore plus grand, mesurant jusqu'à 8 mètres et pesant 1,5 tonnes. Leur crâne large était parfait pour broyer des proies comme les tortues ou les habilis. Les restes de 2 jeunes habilis portent les marques de morsures de crocodile aux jambes et aux pieds, suggérant une embuscade fatale. La compétition venait aussi de leurs propres cousins. Les restes d'Homo habilis ont été retrouvés aux côtés de ceux d'Homo ergaster, Homo erectus, Homo rudolfensis et même du Paranthropus boisei. Face à eux, habilis était désavantagé. Le plus petit, le moins adapté à la vie terrestre, est doté du plus petit cerveau, 25% plus petit que celui d'Ergaster, et parfois moitié moins que celui d'Erectus. Cette différence se reflétait dans leur technologie. Tandis qu'Erectus maîtrisait le feu et façonnait des pics et des hacheraux, habilis en était encore aux galets aménagés. Pour ne rien arranger, la dentition d'Homo habilis était particulièrement mauvaise. Sur 26 individus étudiés, seuls 40% avaient des dents correctes. Le reste présentait une usure sévère, des éclats, des fissures. Un individu de 17 ans avait une dentition 2 fois plus abîmée que celle d'un humain moderne âgé avec une mauvaise hygiène. Cette usure prématurée était due à leur régime abrasif, mélange chair, os et végétaux coriaces. Et comme ils n'étaient pas au sommet de la chaîne alimentaire, ils devaient tous se contenter des restes, augmentant les risques. Les fluctuations climatiques du Pléistocène en Afrique, alternant froid et aridité, raréfiaient encore la nourriture, menant à des famines et exacerbant la compétition. Certains paléontologues estiment que les groupes pouvaient atteindre 85 individus, offrant une protection relative. Mais même cela ne suffisait pas toujours. En définitive, être un Homo habilis, c'était vraiment pas de chance.